Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 19 janvier 2026. L'actualité nationale avec la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier dernier. La Cour constitutionnelle entérine les grandes tendances annoncées en fin de semaine par la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'arrivée, les deux grands partis de la mouvance ajoutent tous les sièges à l'Assemblée nationale. L'Union progressiste, le renouveau arrive en tête avec 60 députés, pendant que le bloc républicain s'en sort avec 49 sièges. Le parti de l'opposition, les démocrates, la Force Corée pour un Bénin émergent et le parti Moël Bénin repartent avec pratiquement les mêmes fortunes. Les préalables liés au seuil de 20% par circonscription électorale ont posé problème et donc pas de siège pour les LD, la FCBE et Moël Bénin. Chacun vit cette proclamation des résultats à sa manière selon qu'on est du côté des gagnants ou celui des perdants. On se propose un regard croisé ce soir sur cette actualité qui occupe la première place parmi les sujets de discussion dans l'opinion et les milieux publics. En plateau, Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Vous êtes en face de Prudent Nasserou. Prudent Nasserou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Armand. Merci. Bonsoir. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Je propose qu'on réajuste un peu nos notes à travers cette déclaration du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. C'est la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier dernier. On écoute le professeur Dorothée Sosa. Au plan national, la FCBE a obtenu 133 263 voix, soit 4,78%. 4,78%. LDA a obtenu 451 820 voix, soit 16,20%. BR a obtenu 1 21 459 voix, soit 36,62%. Moël Bénin a obtenu 33 199 voix, soit 1,19%. UPR a obtenu 1 149 251 voix, soit 41,21%. Point total de 2 288 992 voix au plan national. Qu'il en ressort que les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national s'élèvent à 278 801,1 voix. Que de l'analyse de ces résultats, il ressort que seuls les partis politiques LD, BR et UPR ont obtenu les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national. Que faute d'avoir atteint ce seuil, les partis politiques FCBE et Moël Bénin ne peuvent prétendre à l'attribution de sièges. Que s'agissant des 20% de suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives, les données ci-dessus présentées révèlent que les partis politiques UPR et BR ont satisfait à cette exigence des dispositions de l'article 146 nouveau du Code électoral dans chacune des dites circonscriptions, les démocrates n'ayant pas rempli ce critère d'éligibilité dans la première, la troisième, la cinquième, la neuvième, la onzième, la douzième, la 17e, la 18e, la 20e, la 21e, la 22e, la 23e et la 24e circonscription électorale. Qu'il s'en infère que seuls les partis politiques UPR et BR sont éligibles à la... Allez, on vient d'écouter le professeur Dorothée Sosa lors de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier dernier. Quelle est votre première réaction, Prudent Nasserou? Ma première réaction, c'est que ces résultats consacrent l'hégémonie des partis politiques de la mouvance présidentielle sur l'Assemblée nationale à travers une codification, disons-le, un peu verrouillée, puisqu'à l'arrivée, il ne vous aura pas échappé que le durcissement de la représentativité à un double niveau, les 10% d'abord et les 20% participent
des réformes du code électoral au niveau du Parlement. Et aujourd'hui, à l'arrivée, ce critère pénalise les démocrates qui, avec environ 17% de suffrage, ne pourra justement participer à l'attribution du siège. C'est un fait. Et aujourd'hui, on constate une percée en lieu et place des démocrates, des partis de la mouvance, à travers la part belle au bloc républicain qui capitalise une bonne partie de cet électorat, mais aussi les progressistes à travers, je dirais, quelques députés glanés dans certains fiefs traditionnellement réservés aux démocrates. Il s'en sort que pour le compte de la prochaine mandature parlementaire, les partis du pouvoir ayant un maître. Et c'est tant mieux pour la démocratie. D'accord. Vous en faites quelle lecture, Armand Degla? Oui, Wahab. La première chose qu'il faut dire, c'est que nous avons eu une élection, notamment au niveau des législatives inclusives, puisque toutes les sensibilités ont participé à cette élection-là. Oui, d'accord. Et nous avons eu des résultats qui reflètent exactement ce qui s'est passé au niveau de la campagne électorale et ce que normalement on devrait quand même s'y attendre à un certain nombre de choses. Tout d'abord, nous avons, au-delà des chiffres que je vois, nous avons la classe des grands. La classe des grands, on en a deux. Pourquoi? Parce que cela reflète un tout petit peu la vision de l'ancrage que les partis devraient avoir sur le plan national. Sur le plan national. Et nous avons les deux partis siamois comme on les appelle, hein, et qui ont essayé quand même de faire un certain nombre de choses. D'abord, l'UPR qui a confirmé, parce que sortant de la 9e législature, oui, avec, je crois, 56, oui, je crois, autour des députés, ils viennent à 60. 53, oui, c'est 53. 28. Voilà, à 60. Et nous avons une percée du BR que l'on n'a pas vu venir en réalité, et qui s'en sort avec 49 députés. Et nous avons maintenant une dégringolade des LD, compte tenu des dispositions du code électoral, et compte tenu aussi de la manière dont ces démocrates-là aussi ont travaillé sur le terrain. Et de l'autre côté, après les grands, je mets aussi les moyens. Les moyens, je mets un tout petit peu LD au niveau des moyens. Et puis l'autre, les petits, qui sont au niveau normalement un peu à la queue. Nous avons Moël Bénin et puis FCBE. Et normalement, FCBE ne devrait pas, connaissant un tout petit peu son histoire, ne devrait pas être aussi à la queue. Et donc, on constate qu'il y a aussi une dégringolade de ce parti-là qui a perdu un certain nombre de choses au niveau de ses fiefs, et que ça soit un tout petit peu dans le pays. D'accord. Est-ce que ça vous est arrivé de faire une forme de comparaison des élections de 2023 à celles de 2026, même si on sait qu'au regard du code électoral, les réalités ne sont pas les mêmes, Prudent Nassero? La comparaison postule à ce que vous dites, puisque le cadre réglementaire a changé. Il y a qu'on est passé d'un critère de représentativité de 10% à un deuxième critère de 20%, à réuni par circonscription, et c'est ce qui complexifie toute cette élection à l'arrivée. Et justement, quand on fait la comparaison aujourd'hui, on pourrait déduire forcément que à l'arrivée, les partis du pouvoir, notamment le bloc républicain, ont travaillé à reprendre l'hégémonie sur ces fiefs traditionnels où les démocrates avaient obtenu un certain nombre de percées. À l'arrivée, la nature ayant horreur du vide, c'est le BR qui capitalise le maximum d'élus traditionnellement réservés ou antérieurement réservés aux démocrates. Et ça, ce n'est pas sans compter aussi les efforts, je dirais, du prince, qui a quand même accordé la part belle
aux leaders du bloc républicain à travers des promotions de ministres, de ministres conseillers et autres. Et tout ça a pesé dans la balance, sans compter que sur les listes de candidature du bloc républicain, on a observé que de nombreuses personnalités qui ont des fonctions politiques et même publiques sont sur ces listes. Et ont porté quand même la dynamique de cette formation. Vous avez trouvé ça comme une forme de stratégie, une façon de Naturellement, vendre un peu plus le bloc républicain. Qui a payé. Quand vous prenez par exemple les collines, la 10e et la 9e, vous allez voir qu'à ce niveau, il y a une belle percée de ces leaders politiques qui, notamment son ministre conseiller pour ce qui est de Malé, Goualé, ministre de l'enseignement supérieur pour Éléonore Yahi, sans compter l'ancien ministre Akuna. Toutes ces personnalités ont apporté une plus-value. Et cette région était quand même la chasse gardée des démocrates et des FCBE. Donc vous voyez un peu, tout ça a participé de cette revanche des partis du pouvoir et surtout du bloc républicain qu'on n'a pas vu venir, qui pourrait justement continuer par bousculer la hiérarchie. D'accord. Alors, comment on justifie, je dirais, ces résultats, pour dire comment on arrive à quantifier cette force que ces partis de la mouvance ont eu concrètement? Comment on explique ça? Bon, on ne peut pas occulter un bilan qui est en leur faveur et un bilan qui est visible. Ouais. Mais, vous savez, nous sommes au niveau des élections législatives. Et c'est des gens qu'on envoie au Parlement. Oui. Et quand on les envoie au Parlement, c'est qu'on les suit. Je crois que le Parlement qui est passé, qui a fait 3 ans, a eu un bilan. Je crois que chacun a vu le bilan. Vous savez, je n'ai pas vu un thème central pour ces élections autour duquel la campagne s'est déroulée. Or, vous savez, la campagne de 2023 s'est déroulée notamment autour d'un thème, surtout au niveau des démocrates. Oui. Le thème, c'est « Nous irons au Parlement pour libérer, nous allons voter une loi, nous allons faire passer pour libérer... les détenus politiques. Bon, les détenus dits politiques, oui. Selon eux. Oui. Voilà, il y a eu ce thème. Et au thème de travailler au retour des exilés également, on se souvient effectivement de cette propagande. Bon, d'accord, des dits exilés, oui. Selon eux. Voilà. Et donc, vous voyez, juste après ce mandat, c'est qu'on devrait quand même faire le bilan pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je crois que au niveau des électeurs, il y a eu quand même un certain nombre de choses. En plus de ça, c'est que j'ai eu dit, et tout le monde le dit, que le pouvoir est impopulaire. Que le pouvoir est impopulaire. Le pouvoir ne fait pratiquement rien. Les gens sont affamés, et tout ça. Nous venons de passer une élection inclusive et voilà le résultat que nous avons eu. C'est ça. Voilà le résultat que nous avons eu avec la participation de toutes les sensibilités. D'accord. Et l'autre chose, on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on peut expliquer un pouvoir impopulaire avec ces partis impopulaires qui vont aux élections avec... et qu'on ne sente pas cette impopularité dans les urnes. Dans les urnes. D'accord. Dans les urnes. Alors, on ne saurait sentir cette impopularité dans les urnes puisque nous ne perdons pas de vue la spécificité de ces élections. D'accord. Ces élections sont des élections de proximité et c'est un double scrutin. D'accord. Où on a les conseils communaux qui doivent pourvoir à leurs nouveaux membres et les législatives. Qui sont les candidats? Les candidats sont les fils du terroir qui ont des sympathisants, des partisans, des militants et autres, et même des parents. Donc, le travail de mobilisation s'est fait au niveau de toutes les circonscriptions électorales, que ce soit au niveau arrondissement et au niveau circonscription pour les législatives. Donc, ça a facilité les choses. Vous avez vu, le taux de participation tourne aujourd'hui autour de 38%, c'est pas rien. Mais dans le même temps, il y a quand même une frange de la population qui ne s'est pas intéressée à ce vote. Cela montre quoi? Cela montre que si on prend aujourd'hui les formations politiques qui créditent ce double scrutin, leur poids électoral tourne autour de 40% et que par conséquent, il y a quand même une soixantaine de personnes sur 100 qui n'a pas voulu
aller au... Alors, ce développement de Armand Bidegla, c'est un peu pour montrer que oui, ces fils de terroir dont vous parlez, parce que oui, on parle des élections législatives qui sont des élections qualifiées d'élections de proximité. Donc, ces fils de terroir ont été un peu les hommes de main du pouvoir qualifié de pouvoir impopulaire. On se dit que oui, la chicotte du pouvoir impopulaire, on pouvait utiliser ça pour les chicoter avec donc les sanctionner dans les urnes de façon à ce que à l'arrivée, on ne puisse pas trouver tant de voix en tout cas ou tant de sièges pour les partis de la mouvance. Et ça participe des regrets que nous pourrions avoir sur ce que je peux appeler la construction d'un discours de campagne. D'accord. Ce discours de campagne a manqué. Oui. Au fond, les partis ont joué sur la proximité, leur intérêt à servir les causes des populations à travers l'accompagnement du gouvernement. D'accord. Mais ça ne devrait pas être que ça. D'accord. Il y a des choix sur lesquels chaque parti politique Mais doit ce pouvoir... message, ce discours, ce narratif a beaucoup plus que joué. Ça a payé aujourd'hui. Il n'a même pas existé pour payer. À mon sens, il n'a pas existé. Bon, les gens ont souvent parlé de continuité, de ce que le régime en exercice a beaucoup fait, alors qu'eux, ils ont soutenu ce régime pratiquement depuis son avènement en 2016 et depuis les premières élections législatives de 2019. Soutenir me semble pas un discours... Je vous sens vouloir réagir à ma vidéo. Allons-y. Ce qu'il faut voir à ce niveau, c'est comme il le dit, un nouveau discours. Un nouveau discours. Oui. Inexistant. Nouveau discours adapté à la circonstance, c'est ça? À la circonstance. Notamment au niveau des partis dits de l'opposition. D'accord. On n'a pas eu ce discours-là qui devrait quand même transcender un certain nombre de choses et qui devrait quand même percer les cœurs. Voyez ce taux d'abstention dont parle le confrère, plus de 60%. Alors que personne n'a appelé au boycott. On tire les conclusions. Oui. On tire les conclusions sur deux axes. Un pouvoir impopulaire avec les partis impopulaires qui va aux élections. Voilà les résultats. Avec une élection inclusive avec les autres qui devraient quand même engranger des voix avec les autres, qui devraient quand même faire un certain nombre de choses. De score, par exemple. De score pour monter. Mais voilà qu'on a eu un boycott. Mais on a boycotté qui? D'accord. Alors, moi, je pense... oui. Non, moi, je n'ai pas fini. D'accord. Moi, je pense que le boycott, on a boycotté les partis de l'opposition. Oui, c'est ce que je pense. Comment vous expliquez ça? Je l'explique parce que voilà les résultats que nous avons au niveau des partis de la majorité présidentielle. Oui. Et voilà le nombre de députés que nous avons eus. Et voilà de l'autre côté, surtout au niveau du Parti Les Démocrates, voilà qu'ils sont passés de 28 à 0 députés. Et normalement, on ne doit pas faire la comparaison parce que c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes processus de levée de sièges. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quel que soit le processus, vous devrez quand même faire plus. Et c'est ce qu'on a remarqué, quel que soit ce qu'on dit, avec tout ce qu'on dit, avec et les reprobations, avec les admirations et tout, on a eu des percées au niveau des partis de la majorité présidentielle. D'accord. Alors, les partis de la majorité présidentielle dont on parle, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, ce sont ces partis, n'est-ce pas, qui ont voté des lois en faveur du régime en exercice. Et ces différentes lois n'ont pas eu grâce, n'ont pas eu grâce au niveau du parti de l'opposition, les démocrates, le parti qui se réclame du parti du peuple. On se demande comment cette représentativité en tant que parti de preuve se caricature ou bien se matérialise à travers ces élections. C'est vrai, on a franchi le seuil de 10%, mais on sait que le plus grand, c'était, ou le plus dur, c'était la question de 20%. Mais à ce niveau, dans 13 circonscriptions électorales, le parti Les Démocrates n'a pas pu franchir ce seuil. Il y a un verrouillage. Il y a un verrouillage qui profite, on peut le dire aujourd'hui, aux partis fortement représentés à l'Assemblée nationale. Un verrouillage au niveau de la loi, vous voulez dire des personnes? Naturellement, un verrouillage au niveau de la loi. D'accord. Un verrouillage législatif. D'accord. Parce que ce double niveau de représentativité, d'abord les 10% et les 20%, à l'arrivée, fragilise les démocrates. C'est factuel. D'accord. Mais c'est une loi qui est censée s'appliquer à tout le monde. Donc ça devrait fragiliser ou renforcer selon là où on est tous les partis politiques. J'en viens. C'est pour ça que je parle de verrouillage. Nous sommes en démocratie. Le plus fort l'emporte à travers la représentativité. Et c'est ce principe qui a prévalu pour que cette loi s'applique aujourd'hui. Mais on constate, puisqu'en réalité,
quand on parle de l'Assemblée nationale, Oui. c'est la représentativité Oui. des citoyens à travers des circonscriptions. Et ailleurs, même en Afrique, il y a des groupes ethniques qui sont cooptés Oui. d'office. Ils font même pas d'élection. Mhm. Au Congo, par exemple, il y a des groupes ethniques qui sont cooptés. Les pygmées et autres, qui sont cooptés pour aller siéger à l'Assemblée, parce qu'on sait que par tous les mécanismes électifs, ils ne pourront pas être représentés. Donc, D'accord. la représentativité du peuple participe des choix qui sont faits pour que ceux-là se retrouvent au Parlement. Oui. Mais ici, le choix qui est fait interroge sur l'ancrage national des partis politiques. D'accord. Les démocrates Mhm. ont un ancrage dans un premier ressort pour ce qui est des 10%, mais pour ce qui est des 20%, Oui. ils n'ont pas d'ancrage. Mais les textes prévoyaient Oui. des accords parlementaires. D'accord. Mais vous auriez remarqué que ces accords parlementaires, à l'arrivée, n'ont profité à personne. D'accord. Alors que le parti, les démocrates, toujours, puisque vous parlez, je dirais, d'un mécanisme au niveau de la loi, n'est-ce pas? Le parti, les démocrates se réclament parti du peuple. On se dit, mais comment il n'a pas pu exprimer, je dirais, sa force de frappe pratiquement dans toutes les circonscriptions, électorales. On le savait. Mhm. Même les partis du pouvoir appréhendaient un peu la chose. C'est pour ça que, expressément dans la loi, ils ont prévu ce plan B. D'accord. Parce que nous étions dans une équation à plusieurs inconnus. D'accord. Et si vous observez bien, les deux formations ont eu les 20% partout, mais c'est de justesse dans certaines circonscriptions. D'accord. Ouais. Donc, eux-mêmes, ces partis politiques avaient prévu déjà un moyen de se racheter à ce deuxième niveau de représentativité. Alors, mais ce qui a fragilisé les démocrates, c'est de ne pas aller plutôt à ces accords de gouvernance avec les partis qui étaient forts, notamment les deux partis au pouvoir. Président Nassirou fait une lecture, je dirais, politico-législative, je dirais, de la loi votée, en tout cas du code électoral, qui est censé s'appliquer à tout le monde. Ça veut dire quoi? Aussi facile ou difficile soit cette loi, n'est-ce pas, elle est censée s'appliquer à tout le monde. Donc, c'est la même loi qu'on a appliquée à tout le monde. On se demande pourquoi le parti, les démocrates, n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à faire pratiquement la même chose que les partis de la mouvance, par exemple. Vous savez, Wahab, que vous soyez démocrate, que vous soyez progressiste, que vous soyez BR, toutes ces personnes-là ont fait la même école. Pour dire que c'est pas des gens nouveaux. Pour dire que c'est des gens qui se connaissent. D'accord. Et donc, si les démocrates étaient à la place des deux partis de la majorité présidentielle, ils feront exactement les mêmes choses. Mais ils feront même mieux pour contrecarrer les velléités de leurs adversaires. C'est ça. Et pour ouvrir une brèche. D'accord. Parce que les 10% et les accords législatifs constituent la brèche. D'accord. En clair, président Nassirou n'a pas tort dans son analyse. Non, il n'a pas tort. D'accord. Mais ce que je constate, c'est que c'est un vote. Et la majorité l'emporte. Oui. Et c'est pourquoi je dis, si la majorité balançait aux côtés des LD, ce serait exactement la même chose, et même ce serait même mieux. D'accord. Et même mieux appliqué pour contrecarrer les velléités de leurs adversaires. D'accord. Vous constatez avec moi que quand je dis qu'ils ont fait les mêmes écoles, les gens vont penser que bon, voilà, on essaie en train de camoufler. Non, pas du tout. C'est des personnes qui se connaissent et c'est des personnes qui ont les mêmes maîtres. D'accord. Pratiquement les mêmes maîtres. Vous savez, aujourd'hui, qui peut se réjouir de ce que nous avons des partis qui ont une envergure pratiquement nationale? Beaucoup de personnes peuvent se réjouir. Et je peux citer un nom. Le président Bruno Amoussou peut quand même se réjouir maintenant parce qu'il en a fait beaucoup pour que les partis puissent se constituer, pour que les partis puissent rester ensemble avec ces initiatives ADEMA et autres. Mais je crois que lui, de son vivant, peut aujourd'hui... qu'il a assisté à ça. Et lui, il fait partie de leurs maîtres. Que vous soyez LD, que vous soyez UP, BR et tout. Oui. Ils ont été à son école. Lui, et il est encore vivant, ils ont été à son école. Et donc, vous voyez, tous ces gens-là font de la politique. Et ils montrent qu'ils font de la politique. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes partis pour 7 ans. Avec une trêve politique. Vous voyez ce que ça donne? Parce que ça donne. Et donc, nous sommes partis, c'est vrai, on peut le dire, hein, c'est un parlement monocolore. Et ce n'est pas pour la première fois, hein, ça, c'est pour la deuxième fois sous le règne
du président Patrice Talon. Donc, est-ce que vous voyez le problème en ces termes, la monocoloration Avant du Parlement? Avant d'évoquer la monocoloration qui déteint un peu sur les perspectives du prochain Parlement, je voudrais revenir sur un fait majeur qui a tort ou à raison pénalisé les démocrates, c'est le manque d'implication de l'ancien président Boni Yayi et de certains hiérarques de cette formation politique qu'on n'a pas vu aux côtés des candidats au cours de la campagne électorale. Ah bon? Qu'on ne l'a pas physiquement vu, parce qu'on a vu sur les affiches, pratiquement tous les candidats du Parti des démocrates avaient en arrière-plan, je dirais, l'image du président Boni Yayi, pour ne pas dire l'image du président de leur parti. Non, ces photos n'apportent pas grand-chose. Ah bon? Puisque les votants, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ah. Ils sont non, même sur les affiches, je crois que même sur les affiches. Non, je parle de leur investissement. Les pancartes qu'on a eu à brandir un peu partout. On a vu la photo de Boni Yayi sur la photo ne suffit pas. D'accord. Les autres années, il était quand même aux côtés des candidats pendant la campagne électorale. Ça aussi, c'est un fait qui a à l'arrivée à pénaliser les démocrates. Parce que, quand on prend les différentes candidatures, non seulement il y en a qui manquent de légitimité et de reconnaissance, on va dire, même régionale ou nationale, et les grands dinosaures se sont éclipsés, peut-être par stratégie, mais dans le même temps, les démocrates sont tributaires des crises post-désignation de candidature et même des défections qu'on a eues. Et tout ça, ça a fragilisé, ça a même, je dirais, décrédibilisé les motivations de cette formation politique à défendre l'idéal qu'ils vendent comme idéal du peuple. Maintenant, pour en revenir aux perspectives, moi, je ne vois pas je ne vois pas un Parlement monocolore très prochainement. D'abord, la guerre a commencé, puisque aujourd'hui, on constate aisément que chaque formation politique veut tirer le drap de son côté pour être la femme la plus désirée du prochain. On reviendra une prochaine fois pour voir la santé de ce drap. Une fois qu'on l'aurait tiré, qu'est-ce qu'il va rester du drap? Donc ça a commencé. Et chacun voudra se faire suffisamment belle et désirable par rapport au prochain président de la République pour avoir non seulement les avantages, et pour aussi prendre, je dirais, sa revanche. Et aujourd'hui, les résultats, vous allez observer que les résultats des élections communales viendront conforter cette dualité au niveau des partis du pouvoir, puisque si vous contrôlez une mairie, forcément, le parti qui ne contrôle pas la mairie voudra prendre sa revanche dans 7 ans et va y travailler. Et c'est ce que les Républicains ont fait aujourd'hui, en prenant tout le temps à faire un travail souterrain qui a porté ses fruits, pendant que on ne va pas dire que les progressistes ont dormi sur leur laurier, mais à l'arrivée, ils étaient dans le rôle le plus difficile, puisqu'ils avaient beaucoup plus de mairies, ils avaient beaucoup plus de sièges. Et il fallait travailler à se maintenir. C'est facile d'être premier et de le rester. D'accord. Alors, Président Nassau faisait une analyse de l'absence de Boni Yayi aux côtés de ses candidats ou de son parti pendant la campagne. Mais on peut dire la même chose au niveau des partis de la mouvance. On n'a pas vu Patrice Talon aux côtés des candidats de la mouvance présidentielle, pour ne pas dire des candidats de Noël Bénin, des candidats du Bloc républicain, de l'Union progressiste. Il fera quoi? Oui, ça peut dire qu'au fond, les candidats ont pu se battre pour eux-mêmes, parce que le président Nassau soulignait combien l'absence de Boni Yayi a plus ou moins pénalisé ou handicapé un peu le parti Les Démocrates. Bon, moi, je ne sais pas. Je peux parler de ce que je sais. D'accord. Pourquoi est-ce que le président Yayi n'a pas été actif de façon de façon visible, parce que comme par le passé, parce qu'il peut être actif sans qu'on ne le sente. Moi, je ne sais pas. Il peut être un peu souterrain. Moi, je ne sais pas. Il est président d'un parti politique, qu'il soit à leur côté ou qu'il ne soit pas à leur côté, c'est pas mon problème. D'accord. L'essentiel, c'est que nous avons été aux élections. Les gens se sont dit oui, nous pouvons satisfaire aux exigences du code électoral, et ils sont allés aux élections. Vous savez, Wahab, et c'est seulement en politique que au cours du jeu ou avant le jeu, ce sont les hommes politiques qui s'asseyent pour faire le jeu. D'accord. Vous prenez tous les jeux, que ce soit au football, que ce soit dans tous les jeux, les acteurs ne s'asseyent jamais pour définir les règles du jeu. C'est d'autres personnes qui définissent les règles du jeu. Mais en politique, ce sont les acteurs qui s'asseyent pour définir les règles du jeu, en leur faveur. Oui. Et en essayant de faire quelque chose pour que
leurs adversaires tombent. D'accord. Parce que c'est politique et le jeu est politique. Parce que si vous tombez... Et qu'à la fin, ce sont les résultats qui comptent, dit-on. Mais on en est là. D'accord. Armand Videgla, merci beaucoup. Merci. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. On se reverra. On se reverra après l'installation du prochain Parlement pour pratiquer. En tout cas, on a bien de thématiques concernant ces résultats, les scores des différents partis politiques au cours de la semaine. On compte sur votre disponibilité si c'est nécessaire pour nous apporter votre éclairage. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Prudent Nassau, merci beaucoup. Armand Videgla, merci beaucoup. Merci à tous.